Bana la Belle. Telle est l'inscription que nous pouvons lire sur ce panneau à l'entrée du village. Étymologiquement, le nom Bana vient du nom Bafo. Ba qui signifie les habitants de et Fo qui désigne le village concerné. Alors Bana signifie les habitants du canon. Commune située dans la région de l'Ouest, Bana se trouve dans le département du Ouakam, sur la nationale numéro 15, allant de Bafan à Baganté. Elle a une superficie de 132,1 km² pour une population de 6602 habitants, avec un peu plus d'hommes que de femmes, selon les statistiques de 2023. Les origines du peuple Bana remontent dans le département de la Menois, d'où serait natif le chasseur qui a donné naissance à Alieu, père fondateur de Bana. Le dit chasseur a eu 3 fils, et c'est le cadet, le plus rusé, qui est le fondateur de ce beau village. L'aîné était Sialio, qui s'est installé à Bakassa, et le second, Nanga, qui s'est installé à Bantoukassa. Le dernier Helio, qui était un Helio, va créer Bana et devenir chef là-bas. Ses aînés, étant installés avant lui, avaient un territoire plus grand. Mais ce Benjamin Helio était très entreprenant et dynamique. C'est comme ça qu'il a repoussé même ses aînés pour étendre son territoire. Il a su se montrer stratégique pour reculer les frontières de son village, de telle sorte qu'il a eu un terrain plus vaste que ses frères aînés, ce côté si bien au peuple Bana. Et alors, Bapointou était en conflit terrien avec Bana. Mais à Mambou, les Bapointou sont allés se cacher au champ pour attendre les Bana. Mais à Mambou, très rusé et très sage, elle a pris certains guerriers, à les placer dans les pancartes avec les fusils. Prendre d'autres, à les placer dans les bangous avec les fusils. Et tous les guerriers qui venaient là, comme ils n'étaient pas nombreux, il a mis une enceinte, une étoffe rouge. Ils ont attaché une étoffe rouge sur leur main. Et il y avait un endroit où il y avait une petite clôture. Où les gens venaient là, il y avait des morceaux de bois qu'on appelait Tchouko. Il vient monter là-bas avant de descendre de l'autre côté. Il a mené ses guerriers et il avait pris un chemin. Quand il venait là, il montait sur le truc là, il descendait, il partait contourner en bas, il remontait encore, il redescendait, il venait monter sur ça, il descendait. Les Bapointou attendaient que tous les gens arrivent, voir tous les guerriers entrer dans le champ de bataille avant d'attaquer. Ainsi, elle a tout fait comme ça, les mêmes gens continuaient à rôtir, les mêmes gens continuaient. Les Bapointou ont pris de peur. Ils ont dit qu'ils sont tellement nombreux. S'ils viennent ici, ils vont nous arrêter seulement avec les mains et nous casser tous. Alors qu'ils n'étaient pas nombreux. Quand il a fait ça jusqu'à un certain moment, il a fait le signal. Les gens de Banka ont tiré les coups de fusil. Il a fait le signal, les gens de Bango ont tiré les coups de fusil. Les gens de Bapointou ont dit que les gens sinon ils sont encerclés. Ils vont nous massacrer. Ils ont pris la fuite. Et c'est comme ça que les limites sont restées tant qu'ils ne pouvaient plus s'attaquer. Et il a fait comme ça pour gagner la limite là où on était, pour que les gens là ne bousculent plus la limite. Comme tous les villages de l'Ouest Cameroun, Bana est dirigé par un chef traditionnel, au roi désigné avec soin. La hiérarchie est composée du chef suivi
des 9 notables, puis des 7 notables. Les 9 notables sont issus de la lignée royale, tandis que les 7 sont généralement des tradis praticiens. Les notables sont organisés en 6 chambres secrètes, encore appelées confréries ou sociétés secrètes. Elles ont pour mission de décider des lois applicables dans le village. Et ces notables sont répartis dans 6 chambres coutumières. Il y a d'abord la chambre Pangop, la chambre Komiji, la chambre Dankop, la chambre Shintok, la chambre Puntet et la chambre Kosia. Et à cela s'adjoint la chambre de Kunga, de Kunganji. La chambre Pangop est celle constituée des princes. Chaque prince a donc le droit de l'intégrer. Il suffit juste qu'il en fasse la demande. C'est donc tout naturellement que le roi en fait partie. Cette chambre décide des lois. La chambre Konji doit s'assurer de l'application de ces lois. Le Kungan est la confrérie chargée de la sécurité du roi et de tout le village. Kungan, en tradition, on dit Kungan, on dit Nang. On dit Kungan, c'est celui qui répare. Donc les Kungaji, ils sont là pour la défense et la sécurité du territoire. Ils font aussi partie des notables et sont dotés de pouvoirs mystiques. Ils sont toujours masqués lors de leur sortie. Seul leur chef, le Takungan, peut sortir le visage découvert. Par exemple, la tunique à visage découvert, c'est la tunique des chefs Kunga. Si tu n'es pas chef Kunga, tu ne peux pas porter cette tunique. Il y a une chambre uniquement constituée des Takungans. Lors des périodes rudes, de sécheresse par exemple, les Kungans et les Manyusi, désignant les voyantes, se rendent dans les lieux sacrés du village faire des rituels pour résoudre le problème. Nous nous sommes rendus chez une Manyusi pour en savoir plus sur ses dons de voyance. Elle nous a reçus amicalement et a accepté de se faire filmer dans son environnement de travail. Dès que nous avons installé nos caméras, elle est entrée en contact avec ses esprits, qui lui ont formellement interdit de se laisser filmer. Nous avons juste eu l'autorisation de filmer sa concession et l'extérieur de son lieu de travail. Elle vit avec ses petits-fils et a l'apparence normale. Il existe des Manyusi à l'apparence bizarre. Chacune s'accoutre selon l'appel qu'elle a reçu. Il y a aussi des hommes voyants qu'on appelle des Tanyusi. À l'exemple des chefferies de l'Ouest, la chefferie Bana est très bien organisée. Lorsque les derniers jours du roi se font ressentir, ces notables se concertent pour trouver un remplaçant parmi ses enfants. S'il n'a pas enfanté, le futur roi est choisi parmi les enfants de ses frères et sœurs. Dès que le roi meurt, les feux, serviteurs chargés de l'illumination des rois, l'enterrent immédiatement sans en informer le village. Ensuite, les travaux de rénovation de la chefferie sont enclenchés pour recevoir le nouveau roi. Il peut s'écouler des mois avant que la mort du roi ne soit annoncée, car cela dépend du temps que mettront les travaux de réfection. Lorsque les travaux sont finis, le décès du roi est annoncé et les cérémonies d'intronisation du nouveau chef démarrent. Et cela se passe à la chefferie. On doit amener un mouton au lieu prévu pour le taper. On va le taper. Si le mouton ne pleure pas, on ne va pas pleurer le deuil. Si le mouton pleure, alors les gens portent le deuil, les gens commencent à pleurer. Pendant qu'on commence à pleurer maintenant, les 9 notables prennent les dispositions pour rencontrer Feu Choko, qui est l'arrestateur légendaire du successeur du roi dans la chefferie Bana. Ils se rencontrent et discutent, on prend des dispositions pour lui faire connaître l'enfant qui doit succéder. Et quand toutes ces dispositions sont prises, on fixe le jour du deuil. Et ça se passe là-bas à la place du marché. On détruit le marché. Et ce tour de deuil n'est concerné que les princes et les princesses. Dès qu'on tape ce tour de deuil, Feu Choko et les 9 notables montent, arrivent sur le site et on se met à l'angle, à un endroit où tous les princes vont passer devant eux, on danse. Et quand celui-là arrive,
lui met la main, il passe aux 9 notables. Les 9 notables passent à un grand ou 2 grands serviteurs qui vont l'amener en pas de course au lieu de la cape. Le nouveau chef est arrêté et emmené de force par les notables dans le Lakam, qui est une case construite exprès pour l'initiation de celui-ci. Il y passera 9 semaines afin d'être éduqué de sa nouvelle fonction. Une nouvelle épouse va le rejoindre dans le Lakam et devra concevoir avant leur sortie 9 semaines plus tard. Quand le roi entre au Lakam, toutes les femmes, les veuves de son père, sont automatiquement ses femmes. Mais il entretient des relations sexuelles avec ceux qui peuvent encore procréer et qui sont un peu encore jeunes. D'autres qui ont atteint la ménopause, ils s'assoient seulement sur le lit avec eux. Et ils se lèvent. Notre curiosité nous a poussé à constater qu'il y a eu un seul chef albinos, mais que celui-ci n'avait pas mis long au trône. Nous sommes renseignés à ce sujet et un notable nous a dit qu'il est le descendant d'un chef albinos qui avait été déchu du trône. Raison pour laquelle, désormais, il est interdit de choisir un chef albinos pour le trône Bana. À l'exemple de mon père fondateur, depuis qu'on l'avait évincé, aucun habitant ne peut plus être chef de la Bana, sinon on aura violé un pacte. Des histoires anciennes font état de ce que les Bana ont eux aussi pratiqué le commerce des esclaves. Lorsqu'un villageois était accusé de haute sorcellerie, les notables le capturaient, lui bandaient les yeux et l'emmenaient très loin dans un autre village pour qu'il ne puisse plus revenir même s'il le désirait. Il était généralement banni avec sa famille. Alors les habitants du nouveau village le conduisaient devant le chef qui lui faisait boire le kadi, boisson de vérité, en lui faisant promettre de ne jamais user de la sorcellerie sur les habitants de son village d'accueil. Après, il était recruté dans une confrérie regroupant des personnes aux dons surnaturels. On dit que qu'est-ce que tu as fait là-bas? Que non, j'ai mangé l'enfant de quelqu'un là-bas qu'on m'a chassé. On l'amène dans la chambre de Kadji. On dit, ouais, le Kadji ici, que ce que tu as fait là-bas, tu ne pourras plus jamais le faire ici. Dès que tu acceptais, parfois on cherchait une montagne, on t'installait, on te donnait un titre de chef de 300 000. Et on savait que pour tous les problèmes de vampirisme, on te faisait rentrer dans la chambre haute, avec le pouvoir de vampirisme. Pour tout sujet de vampirisme, on cherchait tous ceux qui sont vampires, on dit, allez défendre ici. La gestion des litiges se faisait par le tribunal de conciliation basé à la chefferie. Ce tribunal est constitué de notables et des personnes ressources du village. Si le problème émis ne trouve pas d'arrangement à l'amiable, les protagonistes sont envoyés au tribunal coutumier. Il pouvait arriver qu'un voleur reconnu par tout le village n'était pas banni. C'était souvent parce qu'il partageait le fruit de ses forfaits avec le chef. Quand tu vas voler, tu viens donner la part du chef. Bon, on camoufle, on fait tout, on te laisse dans le village. Mais c'est les vampires, les malfaiteurs qu'on les vendait. La semaine Bamileke a 8 jours rotatifs. 3 jours interdits durant lesquels il ne doit pas avoir de funérailles, de pleurs, de travaux champêtres, de marchés, pas même un son de tam-tam. Un de ces jours est encore plus strict, car c'est le jour de sortie des totems. Les propriétaires des totems les baladent et ne doivent pas être inquiétés ou risquer de se faire tuer ou capturer par la population. Le Tchumté, qui est plus grave, on ne peut même pas toucher la roue. Parce que c'est le jour où les gens qui ont les totems dans le village sortaient pour se réchauffer au soleil, pour se balader. Par conséquent, il était interdit le Tchumté, quelqu'un d'aller au champ. Parce que si tu pars au champ, tu peux voir des choses. Les mois ont aussi leur signification et sont chacun destinés à une tâche précise.
le peuple Bana est très respectueux de son roi. Comme tous les peuples bamlékés, les chefferies sont entourées de fougères arborescentes qui ont une durée de vie de plus de 100 ans. Elles peuvent être rongées de l'intérieur par les termites et conservent leur robustesse. Aussi, les portes des chefferies sont toujours basses. À la chefferie, les portes sont toujours à taille basse. C'est-à-dire qu'on se baisse avant d'y entrer. C'est un signe de révérence. Dans la chefferie, c'est la révérence. On n'entre pas la chefferie avec le chapeau. Les gens y entrent à la tête nue. Et même les notables qui y sont, dès que le chef s'approche, tout le monde doit se décoiffer. Je précise ici qu'on ne tend pas la main au chef. Même si vous êtes son ami, vous ne lui tendez pas la main. Il est interdit de tendre la main au chef. Et on se coupe pour faire révérence, sans regarder le chef dans les yeux. On baisse la tête, on fait référence, on dit Yambolok, Yambolok. Et le chef répond. Et vous causez. Pour rencontrer le chef, il faut s'adresser aux Ngwalap, qui sont des notables très proches de lui. C'est par eux que les rendez-vous sont pris. Nous avons entrepris cette démarche afin de rencontrer le roi Sikami. Hélas, il ne nous a pas été permis de le voir cette fois. Nous avons néanmoins eu l'honneur de le voir lors d'un précédent voyage, à l'occasion de la première édition du festival de Bana. D'ailleurs, pendant ce festival, nous avons pu voir les Konkans qui se montrent très rarement. Avec leurs masques imposants, ils inspirent une certaine crainte. Il est formellement interdit de les toucher. Il a fallu leur accord avant de les filmer. Diverses danses initiatiques et ritualistes se sont produites sous nos regards émerveillés. En parlant d'initiation, nous avons été reçus dans la concession du notable afin qu'il nous entretienne sur la spiritualité de ses pères. Il s'agit ici des dons surnaturels qui sont transmis de génération en génération. Le notable Ndifeu Conchipe a obtenu le don de voyance et de guérison de son père qu'il a lui aussi obtenu de son père. Oh, n'ayez pas peur. Hein? Je suis un notable, je suis un chasseur. Tous les poux que vous voyez là, c'est moi qui arrête ça. Et ce n'est plus même que je mange. Vous comprenez? Donc 3 générations sont représentées dans la cour du notable par des statuettes qui consultent lorsqu'il est en difficulté. Nous avons tenu à faire une simulation de consultation tradipraticienne afin d'avoir un aperçu sur comment cela se passe. Dans Tam, le tradipraticien allume sa pipe pour se connecter à ses ancêtres. À l'aide de 2 feuilles, d'un arbre spécifique, il est capable de faire une voyance sur l'avenir en se basant sur les questions que nous lui posons. Il nous montre aussi l'utilisation des kauris pour la lecture du futur. L'éducation de la jeune fille et du jeune garçon était tout un processus mis sur pied dans le temps. Malgré que cette coutume se meure, le notable Ndifeu Conchipe nous a relaté dans les moindres détails comment cela se faisait avant, de la naissance jusqu'au mariage et à l'accouchement. Auparavant, dans une concession, il y avait la cuisine du père et la cuisine de la mère. Les enfants qui étaient les garçons passaient leur temps que dans la cuisine du père. Et les filles passaient leur temps que dans la cuisine de la mère. Et la mère donnait ses éducations aux filles. Le père donnait ses éducations aux garçons. Maintenant, quand un garçon grandissait jusqu'à 11 ans, il devait commencer à penser qu'il peut devenir un homme. On partait, on choisissait une petite fille. On appelle ça en langue vernaculaire Ngoumouje, c'est-à-dire les fiançailles. On demandait les mains de cet enfant chez ses parents. Le père demandait 10 litres de vin blanc. Il faisait son garçon porter, il porte ce vin blanc et se rendre dans la concession, là où se trouve la fille qu'on la demande en fiançailles. Quand il vient là-bas, le père demande à son garçon d'aller déposer le vin
dans la cuisine de son ami. Il part déposer et il part là-bas. Il envoie son fils, il part jouer avec les autres garçons. Il reste dans la cuisine maintenant, il cause avec le père par rapport à sa fille. Maintenant, il va s'occuper de ta fille jusqu'à ta fille aura l'âge pour aller en mariage. Maintenant, quand le père rentrait avec son garçon, tous les jobs que son garçon faisait maintenant, le père prenait de l'argent pour investir sur sa fiancée, chez son ami. Le père, le gars travaille, il envoie, on part, on s'occupe de la fille grandit au fur et à mesure que le temps passe, jusqu'à l'âge de 15 ans. Puisqu'avant, on envoyait les filles en mariage qu'à 15 ans. Quand la contraction commence sur la fille, jusqu'à la fille accouche, les mamans prennent l'enfant, ils nettoient l'enfant. Ils avaient le système d'évacuer les déchets aussi. Et quand on sort tout maintenant, l'enfant pleure maintenant. Quand l'enfant crie, les deux papas se lèvent à la cuisine et s'embrassent. Ça veut dire que leur union est bien. Si l'enfant ne pleure pas, si l'enfant sort et ne pleure pas, on prend l'enfant. On vient donner chez le père. Le père demande si l'enfant a pleuré. Si on dit non, le père commence à examiner l'enfant. Il commence dans la bouche de l'enfant. Puisqu'il y a parfois la langue là, ça se lit là. Puisque généralement, les papas avaient toujours certains couteaux là. On appelait ça pané. Avec les couteaux là, ils prennent ci, comme ça, ils lâchent ça maintenant, l'enfant pleure. Si c'est un garçon, le père du garçon se lève, il arrête la main de son ami, il soulève en haut et lui donne le nom de son beau. Si c'est une femme, on donne le nom de la mère de la fille. Parce que les premiers enfants, on nous nomme d'abord le beau avec ce nom-là. Et maintenant, quand l'enfant est venu, on programme les cérémonies des fêtes. Oui, et parfois même, il y a d'autres femmes qui accouchent parfois, les seins là ne coulent pas. Quand les seins ne coulent pas maintenant, il y a certaines herbes là. On part au champ maintenant, on cherche ça. On vient, on chauffe. On chauffe, on presse. Comme une tasse. On donne à la femme. Elle boit. Ça part déboucher les veines là. Ça permet maintenant que les seins puissent couler. Pour qu'elle puisse allaiter l'enfant. Du traitement particulier accordé aux jumeaux qui sont signes de paix dans les Gratz-Fields. Les jumeaux, c'est un truc comme la paix. Ils viennent, s'il y a même la guerre, les jumeaux viennent, on arrête la guerre. C'était les gens qui mettaient la paix, qui amenaient la bénédiction quelque part. Nous achevons notre visite chez lui par les protections naturelles qui sont des arbres qui poussent sans avoir été plantés au préalable et qui sont présentes uniquement chez les notables et le chef. Vous ne pouvez pas voir ça dans la concession de n'importe qui. Donc si vous voyez quelque part, c'est que c'est chez un notable. Même les marabouts même ne mettent pas ça chez eux. D'accord. La particularité du peuple Bana est sa détermination à faire mieux que les autres, sans jalousie et dans le souci de se surpasser. Cela est visible dans ce village qui ressemble à une ville de par ses nombreuses et belles constructions. D'ailleurs, nous ne pouvons pas parler de Bana sans l'associer au célèbre Kadji. Fils du terroir qui a monté tout un empire et rendu fier son village, de la société brassicole à la bière Kadji, baptisée Champagne du pays. On peut compter d'autres investissements aussi importants et même une fondation très active dans les affaires sociales internes. Tous les jours je me lève tôt, je m'agenouille, je remercie le Seigneur. Je lui dis 1000 fois merci pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Si toi, tu ne dis pas merci, le Seigneur il va pas sourire.
me dis pas merci. Yes, Christo, il va pas sourire. A quoi il va valier pour moi dans celle on doit se faire qui ici et même. On va le battre. Non, pas possible. On va le sécuriser. Oh, si le ciel pour moi le quai. Oh, si le ciel pour moi le papa. Yeah, ma super, singa pendant si on l'est. Un bouma, un bouma si on l'est. Oh, si pour moi ça y est, donc c'est jolé. Oh, qui ici et ben on l'est. Oh, yeah. Oh, qui ici et ben on l'est.